Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga, mais manga qui adaptent pour l'essentiel de la littérature, et notamment Lovecraft. Puisque je vais vous parler de The Outsider de Tanabe Go, The Outsider en version originale, qui comprend 3 adaptations d'après Howard Phillips Lovecraft, Anton Chekhov et Maxim Gorky, plus une histoire originale. C'est traduit du japonais par Fedwa Talal, publié aux éditions Glénat dans la collection Seinen Manga. Les BD originelles ont été publiées au Japon entre 2002 puis 2004 à 2005, puis 2007 en recueil, 2009 pour ce recueil français et ça fait 224 pages. Étrange synchronicité ou complot antinébalien. À peu près à la même époque, vers décembre dernier, 2 lectures parallèles m'ont en même temps incité à me pencher sur l'univers du mangaka Tanabe Go, et plus précisément sur ses adaptations de Lovecraft. Le nom m'est apparu tout d'abord dans l'article de Jérôme Dutel, Dessiner celui qui est d'ailleurs, une étude autour de Lovecraft et la bande dessinée, dans Lovecraft au prisme de l'image, recueil critique édité par Christophe Gély et Gilles Menegaldo, article dans lequel l'auteur compare plusieurs adaptations en BD de la nouvelle de Lovecraft Je suis d'ailleurs, The Outsider en VO, et réserve en définitive une bonne note à cette adaptation japonaise dont je n'avais alors jamais entendu parler. Puis, dans le numéro 4 de la revue Atom, lu un peu après, figurait une interview de l'auteur, assortie de quelques critiques de ses œuvres publiées, et me révélant que Tanabe Go avait remis ça avec Lovecraft. Bien loin de n'avoir adapté que Je suis d'ailleurs, il avait par la suite consacré 6 autres volumes, dont une adaptation en 3 tomes des Montagnes hallucinées, et les dessins illustrant l'interview étaient plus qu'alléchants. À ce stade, il me fallait lire ça, forcément, enfin The Outsider, car les autres titres Lovecraftiens n'ont pas encore été traduits, mais ça serait prévu. On trouve quelques autres BD de l'auteur en français, notamment Cassané en 2 tomes, un récit d'horreur là encore, et Mister Nobody en 3 tomes, sorte de thriller architectural. Mais le titre ne doit pas tromper, le présent volume est un recueil d'histoires courtes. The Outsider n'est que la première et fort brève. Le reste s'éloigne passablement de Lovecraft, puisque au sommaire se trouve également une nouvelle de Tchekhov, La maison à mezzanine, et une autre de Gorky, 26 gars et une fille. Puis, retour à l'horreur, une histoire cette fois originale en 5 parties, Juga. Cette étonnante table des matières a ses explications, car The Outsider est en fait, d'une certaine manière, un volume d'apprentissage. Littéralement, Tanabe Go y fait ses gammes. L'auteur est repéré en tant que dessinateur, avec un style assez personnel qui rompt pour partie avec les codes du manga et à certains côtés européens notamment, mais pas seulement. Dans l'interview d'Atom, on évoque aussi à bon droit Bernie Wrightson par exemple. Mais de son propre aveu, Tanabe Go n'est pas scénariste et même il ne sait pas raconter des histoires. Son éditeur d'alors, dans la revue Monthly Comics Beam, semble-t-il assez ouverte à l'expérimentation et ce n'est pas pour rien qu'elle l'avait repéré, l'engage à adapter des nouvelles pour travailler les mécanismes de la narration. Intéressé par la littérature russe, Tanabe sélectionne d'abord une nouvelle de Gorky, puis une autre de Tchekhov. Mais il goûte aussi l'horreur et choisit d'adapter une nouvelle de Lovecraft. J'ai cru comprendre qu'il ne le connaissait pas forcément plus que ça jusqu'alors. Et en parallèle, puis un peu après, il livre les 5 épisodes de Juga, une histoire originale cette fois, mais également dans une veine horrifique qu'il cultivera prioritairement par la suite. Mais ce sommaire n'est pas forcément si incongru ou a fortiori incohérent qu'on pourrait le croire. Les 4 histoires, chacune à sa manière, traitent au moins pour partie des mêmes thèmes, obsédants, que sont la solitude et les démons intérieurs, et l'idée que l'art a à faire avec ces difficultés et permettrait éventuellement de les exorciser est également récurrente, Juga en constituant la matérialisation la plus franche. Dans l'absolu, c'est une approche plutôt intéressante. Seulement voilà, il s'agit bien d'un auteur qui apprend, pas d'un génie qui brille d'emblée sur tous les plans. Au contraire, il se confronte à ses faiblesses. Et le résultat est plus ou moins convaincant, à vrai dire assez peu, voire plutôt pas en ce qui me concerne. Essayons de voir pourquoi en envisageant successivement les différents récits constituant ce recueil. Les 3 adaptations dans cette compilation figurent dans l'ordre inverse de leur réalisation. Il me paraît plus intéressant toutefois de les envisager ici dans ce dernier, et je commencerai donc avec les adaptations de Gorky et Tchekhov, sachant que je n'y connais quasiment rien à la littérature russe. Cela fait des années que je me dis qu'il faut que j'y remédie, mais ça ne s'est jamais fait. Et honte sur moi, je n'ai notamment jamais rien lu de ces 2 immenses auteurs en particulier. Bouh. Maxime Gorky donc avec 26 gars et une fille qui paraît en revue en 2002. Chasser toute image parasite de Jean Dujardin. Pardon, vraiment pardon. On fait ici dans une ambiance glauque avec un côté un peu surréaliste bizarre, mais sans doute aussi engagé, qui m'évoque pas mal le contemporain Kafka, et lui je l'ai beaucoup pratiqué par contre.
Des prisonniers préparent du pain comme sur une chaîne de montage dans une cave tant qu'à faire. Chaque jour, une charmante jeune fille vient leur réclamer du pain. Elle est littéralement leur rayon de soleil. Mais voici qu'un nouveau mitron, hiérarchiquement leur supérieur, au point où l'on croit tout d'abord passer d'une classe à l'autre, peut-être pas en fait au point de passer des exploités aux exploiteurs, un ancien soldat, dit-il, fantasque et arrogant, parfaitement détestable, et si fier de ses innombrables conquêtes amoureuses, est mis au défi par les prisonniers de faire la démonstration de ses talents sur la jeune fille. Des trois adaptations, celle-ci, qui est donc la plus ancienne, est à mon sens et de loin la plus réussie. Le dessin est travaillé dans un style personnel qui ne manque pas de faire de l'effet. Notamment le labeur des prisonniers a quelque chose qui évoque une forme d'enfer concentrationnaire, à même de glacer le sang, et qui traduit en même temps l'ambiguïté de la condition des boulangers. La jeune fille est effectivement rayonnante, le mitron parfaitement ridicule et insupportable. La farine prend, pardon, et le récit fonctionne. Je ne peux pas dire quoi que ce soit de la qualité ou de la fidélité de l'adaptation, mais oui, c'est globalement une réussite prise en tant que telle. Et sans être un récit d'horreur à proprement parler, pas le moins du monde même, il en reprend certains codes avec pertinence. Il n'en va pas de même pour la nouvelle d'Anton Tchekhov, La maison à mezzanine, 2004, cette fois totalement détachée de l'horreur. Nous y voyons une sorte d'amour impossible ou haine, le séducteur séduit, un peintre porté sur l'histrionisme et la provocation à peu de frais, s'aliène avec sa philosophie, ou peut-être plus exactement en jouant son rôle par réflexe, la sœur aînée de son aimé, tellement bonne, engagée, charitable, qu'elle en devient également horripilante. Le narrateur ruine ainsi jusqu'à la simple possibilité d'approcher l'aimable et pure cadette, Miss You, et ne s'en relèvera jamais vraiment. Cette nouvelle est semble-t-il très connue en Russie. Sa dernière phrase y a intégré le langage courant, nous dit-on. Hélas, cette adaptation ne me paraît pas du tout fonctionner et a suscité au mieux mon indifférence, plus probablement mon rejet. Et le dessin y a sa part plus que conséquente. C'est ennuyeux au regard des principes de ce recueil. La proposition graphique n'est sans doute pas aussi évidente que pour la nouvelle de Gorky, mais si l'usage du noir, récurrent forcément, produit occasionnellement quelques réussites comparables dans la figuration très abstraite des décors extérieurs, j'ai le sentiment que Tanabe ne sait pas vraiment quoi faire de ses personnages, et il pêche notamment pour ce qui est de la caractérisation. À vrai dire, je leur trouve à tous sans exception un air de batracien, et le masque d'Innsmouth n'est pourtant guère à sa place ici. La narration pêche tout autant, notamment quand le peintre, qui est donc aussi le narrateur, expose ses idées provocantes. Le texte envahit alors les cases au point de réprimer le dessin. D'une certaine manière, c'est pertinent, puisque ça en devient aussi horripilant que ça l'est probablement aux oreilles de la sœur de Miss You qui entend ses fadaises. Mais la tentative graphique rate pourtant son coup en se montant simplement fatigante et moche. Comme l'est globalement chaque page de cette adaptation. Hélas, le moment le plus faible de ce recueil à mes yeux, de loin. Et on en arrive à The Outsider de H.P. Lovecraft. Un pas de plus vers l'horreur, donc, devenu par la suite le genre de prédilection de l'auteur, qui dit avoir été inhabituellement content de son travail à l'occasion de cette adaptation. Un bref commentaire suit en effet chaque histoire de ce recueil sur un ton morne qui colle comme un gant à ceux que l'on entrevoit de l'auteur. Je suis d'ailleurs, comme on la connaît de par chez nous, est une nouvelle très particulière dans la bibliographie de Lovecraft, une allégorie étouffante, particulièrement casse-gueule à adapter. Bizarrement, le défi représenté par cette histoire n'en a que davantage incité bien des auteurs à tenter de le faire. Je vous renvoie à l'article de Jérôme Dutel précité, et pour ma part c'est au moins la troisième adaptation BD que j'en lis, après celle de Horacio Lalia et d'Eric Crick, qui ne m'avaient pas vraiment convaincu. Sauf erreur, Alberto Breccia n'a pas adapté cette histoire dans son extraordinaire Les Mythes de Cthulhu. J'ai lu ça il y a longtemps. C'est en tout cas un illustrateur d'un tout autre calibre. L'approche de Tanabe est probablement bien plus intéressante que ces deux versions, parce qu'il s'approprie davantage le texte, et il a raison. En fait, il se permet même de tricher en sortant de la seule vue subjective couramment associée à ce récit. Nous voyons l'outsider, nous ne voyons pas à travers ses yeux. Or, cet outsider représenté ainsi vu de l'extérieur n'a rien de l'horrible créature que nous savons. De toute façon, cette version met à mal le fameux twist de la nouvelle, qui ne surprend plus personne depuis fort longtemps, d'autant plus que ce volume lui réserve les honneurs de la couverture, avec un sympathique effet de miroir, et forcément, qui ne transparaît pas dans l'illustration de cet article. Ça n'est en rien un problème. En fait, cette tricherie, que je ne devrais sans doute pas qualifier ainsi, est tout à fait intéressante, car elle rajoute une couche de sens au récit de l'outsider, différent peut-être de ce que l'on trouve chez Lovecraft, mais qui fait probablement mouche d'une autre manière, peut-être plus juste d'ailleurs, au regard des préoccupations du dessinateur. Mais il serait également tentant de revenir en définitive à Lovecraft et à ce qui l'avait motivé à écrire cette nouvelle à part. Cependant, je n'ai pas été véritablement convaincu, en dépit de ses choix dans l'absolu assez pertinents.
Tanabe Go dit avoir consacré beaucoup de temps au dessin de cette adaptation, par ailleurs assez brève, mais il m'a plus ou moins emballé. L'usage du noir, bien plus marqué que dans les deux récits précédents, produit certes des moments oppressants, mais l'ensemble m'a plutôt indifféré, une fois de plus. Et pour le coup, la dose peut-être supplémentaire de code du manga quand il s'agit de représenter le narrateur, pertinente dans le fond, m'a paru raté et son coup dans la forme. Cependant, le vrai problème dans cette adaptation, à mes yeux, réside dans la narration. D'une part, tout cela me paraît aller bien trop vite, mais surtout ce rythme et au moins autant, sinon plus, le texte de la BD, confère au récit un côté finalement très prosaïque qui me paraît louper le coche. La nouvelle de Lovecraft déploie un style ultra chargé, qui peut très légitimement écœurer, mais qui est pourtant très à propos dans cette allégorie plus qu'appuyée, a fortiori quand elle tombe sous les yeux d'un ado porté sur le romantisme sombre, comme votre serviteur et sans doute un certain nombre d'autres. Qui a découvert Je suis d'ailleurs dans ces conditions s'en souviendra probablement toute sa vie. La figuration du narrateur va pourtant dans ce sens, et si dans le recueil The Outsider précède la maison à mezzanine, en y revenant, notre goule dépressive a bien quelque chose du peintre N. Et c'est très juste. Mais le ton ne convient pas. Il y manque l'emphase Lovecraftienne. On peut trouver le style du gentleman de Providence lourdeau de manière générale, et c'est bien naturel, mais il a rarement été aussi à propos que dans ce texte précisément. Le prosaïsme de l'adaptation, à mon sens, en atténue considérablement l'effet. Bon, avis qui n'engage que moi, et je ne sais pas si la traduction y a eu sa part. En tout cas, quelles qu'en soient les raisons, cette adaptation m'a globalement laissé, indifférent, une fois de plus. J'y reconnais de bonnes idées, il y a de belles cases, un beau noir envahit les pages, mais je trouve que ça ne fonctionne pas vraiment. The Outsider paraît en revue en avril 2004, un mois seulement après la maison à mezzanine, et on a pourtant l'impression qu'il s'est passé bien plus de temps entre les deux d'une approche passablement différente. Mais dès février, Tanabe avait publié dans la même revue le premier épisode de Joga, une histoire originale cette fois, et 4 autres épisodes suivront durant cette même année et la suivante. Dans ces thématiques, cette fausse série s'avère en fin de compte très proche des 3 adaptations. Le thème récurrent de la solitude y est très appuyé, mais aussi l'idée du dessin comme permettant d'exorciser ses démons intérieurs, ceux qui ruinent la vie aussi bien des prisonniers boulangers que du peintre N et de l'outsider. Le recueil finalement est donc bien plus cohérent qu'il n'en donne tout d'abord l'impression. Et ce, même si l'histoire de Juga semble tout d'abord prendre le contre-pied de ce qui précède. Ces histoires russes et américaines, même si leur ancrage dans la réalité est globalement assez limité, sauf éventuellement pour Tchekhov et encore, mais les 2 autres sont à ce stade hors concours. Le cadre est cette fois bien défini, bien précisé, historique et japonais. Nous sommes durant l'ère Kyoho, 1716-1735, donc pendant l'époque d'Edo. Une période difficile, où la famine notamment fait des ravages. Et nous suivons un moine itinérant du nom de Gibbon Gensho, lequel pratique l'art du Joga, soit une peinture magique qui capture les démons, littéralement. Ils ne sont pas seulement, de caractère allégorique, ceci afin de libérer de leur emprise des individus qu'ils ont poussés au crime. Un aspect intéressant du récit est d'ailleurs la compassion très poussée du moine, qui offre ainsi une échappatoire à des personnages ayant commis des atrocités. Nulle envie pour lui de les sanctionner, de les sermonner, de les précipiter en enfer ou que sais-je, ce n'est pas son office et il n'est pas du genre à mettre en avant leur culpabilité. Ce sont les démons qui ont fait le mal. Je ne saurais dire quels sont les sutras que le bonze répète sans cesse en accomplissant sa mission, mais je suppose que cette manière de voir les choses doit beaucoup à certains courants de l'amidisme qui offrent le salut à tous, même aux pires criminels. Maintenant, ce postulat est en tant que tel très intéressant, mais il n'est pas forcément développé de la manière la plus adroite. Ces 5 épisodes, très brefs par ailleurs, racontent en gros chaque fois la même histoire et ne s'embarrassent d'ailleurs guère de texte. Clairement, le scénario n'est pas l'atout majeur de Juga. Non, c'est le dessin. Parce que si le premier épisode de Juga a été publié avant La Maison à Mezzanine et The Outsider, on a l'impression qu'il s'agit de tout autre chose, de bien plus tardif et mûr, voire carrément d'un autre dessinateur. Et là, pour le coup, le dessin est vraiment brillant de bout en bout. Du moins, sur le plan purement esthétique. Le trait de Tanabe est beaucoup plus personnel. S'agissait-il en fin de compte de se libérer de l'exercice de l'adaptation littéraire qui avait des effets pervers ? Et les pages sont de toute beauté, incomparablement plus denses que dans les 3 histoires qui précèdent, mais aussi plus nerveuses, avec un usage appuyé du noir et des hachures, dans une structure de mise en page plus complexe qui produit des merveilles. Notamment dans les séquences les plus surréalistes, quand l'art de Gibbon Gensho révèle les démons dans toute leur horreur, pour les emprisonner ensuite sur le papier. Cela peut faire penser aux déformations coutumières dans certaines BD de Ito Junji, comme Spirale, BD d'ailleurs passablement Lovecraftienne en définitive, d'un auteur qui n'a jamais caché cette source d'inspiration,
mais avec quelque chose de, de plus artiste. Et c'est ainsi que finalement, via ces visions d'horreur, on revient bel et bien à Lovecraft, ce qui ne coulait pas forcément de source. C'est dans ces pages en fait que j'ai vraiment retrouvé ce qui m'avait séduit dans l'interview d'Atom et qui annonçait Kassané ou les adaptations de Lovecraft réalisées plus récemment. C'est très beau, très fort, mais aussi passablement fouillis, pas des plus évidents à suivre. Du coup, j'ai eu l'impression au sortir de ce recueil que l'exercice suggéré par l'éditeur de Tanabe-go n'avait pas porté ses fruits. C'est en se libérant des adaptations que l'auteur livre son style graphique le plus personnel et enthousiasmant. Mais à ce stade, je crains qu'il ne sache pas plus qu'au début raconter une histoire. Tanabe-go fait alors davantage l'effet d'un illustrateur et non d'un auteur de BD. Et c'est paradoxalement l'exercice de l'adaptation puis sa mise à distance qui le révèle, car illustrer un texte et l'adapter en BD sont en fin de compte deux exercices très différents. Du coup, globalement, The Outsider ne m'a pas convaincu. 26 gars et une fille, la plus ancienne des BD ici rassemblées, me paraît en tant que telle la meilleure. La maison à mezzanine est ratée. The Outsider se partage entre bonnes idées et autres beaucoup moins bonnes pour un résultat en demi-teinte. Mais le dessin de Tanabe-go ne brille véritablement que dans Juga, alors même que cette histoire originale fait la démonstration de ce que l'auteur a alors toujours du mal à raconter quoi que ce soit. Peut-être s'est-il amélioré depuis. Les échos concernant Kassané ont l'air bons notamment. Peut-être aussi l'auteur peut-il se montrer plus efficace en s'associant à un scénariste, ce qui a été le cas dans Mr. Nobody, chose qu'il révèle, à la grande surprise de l'intervieweur semble-t-il, dans le numéro 4 d'Atom. De fait, certaines très belles planches de Juga ou de cette interview m'incitent à prolonger l'expérience, alors même que The Outsider s'est avéré une déception, c'est bien le mot. Et bon, je ne vais pas vous mentir, je suis curieux de voir ce qu'il a fait de Lovecraft par la suite. Je reste curieux. C'est mon problème. Je suppose qu'il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que j'y jette un œil en traduction française, puisque c'est semble-t-il prévu. La chair est faible, tout ça. Mais The Outsider en tant que tel, c'est un exercice, et qui me paraît décidément pas très concluant. Certainement pas dénué de qualité, mais encore affligé de bien trop de tard. Tant pis.